Libreville 20h30, Abidjan 19h30. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Média Afrique News. La justice ivoirienne a exaucé le vœu de Laurent Gbagbo en rendant la décision de divorce entre les époux le jeudi 29 juin. Le divorce a été prononcé au tort exclusif de l'ex-président ivoirien pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injures graves à l'encontre de Madame Simone. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a annoncé il y a plusieurs semaines la tenue d'un référendum constitutionnel, une décision fortement critiquée par l'opposant Anissé Dolo-Guelleh qui l'accuse de convoiter un troisième mandat. L'actualité hors du continent, le crocodile Cassius, baptisé en hommage au célèbre boxeur américain Mohamed Ali, vient de fêter son 120e anniversaire. « 63 ans depuis que la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance. En 63 ans d'existence, la population et les acteurs politiques du pays parlent des régimes qui se sont succédés sans matérialiser le rêve d'un Congo grand, digne et puissant. » Reportage Amourimani Christian, correspondant Média Afrique News. Si la RDC était l'une des colonies les plus urbanisées et éduquées d'Afrique, actuellement il est compté parmi les pays les plus instables et pauvres du continent. Nous avons honteusement échoué, c'est le constat sans appel que fait plus d'un Congolais pour la célébration de ce 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour le sénateur Matata Mpognon, 63 ans après, les Congolais vivent moins bien qu'en 1960. Aujourd'hui, le constat est amer. La majorité des Congolais vivent moins bien qu'en 1960. Ils ne mangent pas bien, ils étudient moins bien, ils sont mal transportés, ils sont mal soignés, ils sont mal logés, ils n'ont pas suffisamment d'eau et d'électricité, ils vivent dans l'insécurité, particulièrement dans le Nord Kivu et l'Ituri. Pire encore, ils sont moins respectés en Afrique et dans le monde. L'indépendance implique d'énormes sacrifices et des fois incommensurables. Kakule Mate Stéphane, un jeune de Goma et analyste politique, pense que la responsabilité reste aux jeunes d'aimer et de protéger les pays face à l'agression rwandaise. Personne ne viendra nous aider pour que nous puissions faire développer notre pays. Nous devons prendre conscience, nous devons imiter les modèles de Patrice Emery Lumumba qui a aimé d'abord ce pays. Nous devons aussi savoir aimer ces pays, parce que si nous aimons ces pays, nous n'allons pas les trahir. Nous appelons toute la jeunesse à prendre comme modèle Patrice Emery Lumumba, nos autorités politico-administratives, de voir comment est-ce qu'ils vont travailler pour que la sécurité, qui est primordiale pour le développement des pays, puisse revenir ici chez nous, surtout à l'est du pays. Si cette mauvaise gouvernance continue, il ne faut donc jamais s'attendre à un développement. Alain Nzeza, président fédéral de l'ADES Nord Kivu, interpelle les autorités congolaises. C'est pour nous une occasion d'interpeller tout un chacun. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et ceux qui envisagent demain accéder au pouvoir, que chacun se dise que le Congo nous a tout donné, n'est-ce pas? Et nous aussi, de notre côté, nous devons aussi donner au Congo quelque chose. Chacun des régimes qui se sont succédés n'ont pas pu matérialiser les rêves d'un Congo grand, digne et puissant, même si chacun a tenté d'exceller dans un secteur. Pour les années à venir, il faudra donc que chaque Congolais joue au moins un rôle dans le développement à travers l'amour de la patrie, la lutte contre la corruption et surtout placer l'intérêt général au centre de toute action, pensent plusieurs observateurs. En République centrafricaine, l'opposant et ancien Premier ministre Anissé Georges Dolo-Guelleh accuse le président Touadéra de vouloir modifier la Constitution pour de mauvaises raisons. Le député qui avait mis le candidat Touadéra en ballottage aux élections de 2015 annonce la couleur pour ce référendum. Difira Pamoinde. Appelé le 30 juin prochain à voter par référendum, la population centrafricaine devra se prononcer sur l'adoption d'une nouvelle constitution en remplacement de celle de 2015. Selon le Bloc républicain pour la défense de la Constitution et une plateforme de l'opposition,
Le projet de changement de constitution du président Faustin Archange Touadéra est une machination. Ce vendredi, c'est au micro de nos confrères de RFI que l'opposant Anissé Georges Dologuélé s'est prononcé sur le motif de désuétude brandi par le gouvernement, tout en remettant en question les pétitions en faveur de cette loi fondamentale. C'est des arguments qui ne tiennent pas la route. C'est toujours le même pays, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est le même peuple. Le président actuel a été élu sur la base de cette constitution. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 5 ans? Donc la population ne comprend pas ce qui se passe, ne veut pas du tout de ce référendum. Elle ne sait pas d'où viendra l'argent pour ce référendum, puisqu'il n'y a déjà pas d'argent pour le quotidien et que les Centrafricains ont des problèmes de survie. Tout le monde est mécontent de ce qui se passe. Alors, il se trouve que je fais partie de ce peuple. Je suis député, je discute avec le peuple, je suis homme politique. Je ne connais aucun Centrafricain qui a été consulté pour cette nouvelle constitution. Il y a une petite équipe ici à Bangui, des gens proches de Touadéra, des jeunes qui ne font que ça d'ailleurs, qui ont rempli des registres et qui ont estimé qu'il y avait plus d'1 700 000 Centrafricains qui ont signé une pétition pour réclamer une nouvelle constitution. C'est-à-dire que ceux qui ont réclamé une nouvelle constitution sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont voté pour les présidentielles et en 2021 et en 2016. Le député s'exprime également quant à la date établie pour soumettre le texte. Selon le calendrier, les autorités affirment que le texte soumis à référendum sera publié à l'occasion en début de la campagne référendaire, à savoir en mi-juillet. Par ailleurs, il affirme que ce changement de constitution est un calcul précis afin de permettre au président Touadéra de briguer un 3e mandat. Vous voyez un peu l'escroquerie. On ne peut pas dire qu'on a été supplié par le peuple pour changer de constitution et cacher cette constitution au peuple. C'est inédit de rendre public un texte d'une constitution la veille d'une campagne. Ça veut dire qu'on n'a aucun respect pour son peuple, c'est même qu'on a du mépris pour son peuple. Déjà parce que le président, il veut changer de constitution pour des mauvaises raisons. La première, c'est que contrairement aux 2 fois où il a prêté serment, où il s'est engagé à ne pas modifier le nombre et la durée des mandats, c'est particulier dans notre constitution parce que le jour de la prestation de serment, le président prononce ces phrases-là. Et contrairement à ce qu'il a pris comme engagement, il est en train de vouloir changer ces articles et rester au pouvoir. Et la seconde chose, c'est que manifestement, il ne veut plus m'avoir en face de lui. Donc, du coup, tous les binationaux seront éliminés de la course présidentielle. Alors que la Constitution de 2015 dispose dans son article 35 qu'en aucun cas, le président de la République ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou le proroger pour quelque motif que ce soit, un voile reste toujours jeté sur la potentielle candidature du chef de l'État, tant la situation actuelle tombe à point nommé. Anissé Georges Dologuélé affirme quant à lui qu'il ne prendra pas part à ce référendum et entend bien convaincre les Centrafricains de faire comme lui. À l'occasion de la Journée internationale de l'abus et des trafics de drogue célébrée les 26 juin de chaque année, le Burkina Faso, pays de transit depuis un certain nombre d'années, a tenu à donner une touche particulière à l'événement en détruisant devant les caméras plus de 33 tonnes de drogue issues de saisie. Une façon pour les autorités du pays de montrer leur détermination dans la lutte contre ce fléau qui s'étend dans toute la région du Sahel avec pour point d'ancrage la zone dite des 3 frontières Mali, Burkina, Niger. Karl Makamba. Depuis le déclenchement de la guerre en Libye et la chute de Muammar Kadhafi, la région sahélo-saharienne connaît une explosion du trafic de drogue dans le transit de quantités énormes de cocaïne vers l'Europe. La route des Balkans en Europe de l'Est, autrefois voie privilégiée empruntée par les trafiquants sud-américains pour atteindre l'Europe, a connu une baisse de fréquentation grâce au contrôle renforcé des États européens. La cocaïne sud-américaine privilégie désormais le golfe de Guinée comme voie de passage. Dans ce couloir de la drogue, 5 pays sont particulièrement touchés: le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina Faso. Ainsi, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ces 5 pays ont connu une explosion du trafic de drogue ces dernières années, ce qui a conduit les autorités politiques et militaires à renforcer la lutte avec à la clé des records de saisie.
Ainsi, en 2015 et 2022, les saisies annuelles sont passées de 13 kg de cocaïne à plus de 863 kg. Les pays de la zone des 3 frontières, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont ceux qui ont effectué le plus de saisies. Ainsi, au Burkina Faso, ce sont plus de 488 kg de saisies l'an dernier. Au Mali, on en compte 160 et au Niger, 215. Ces chiffres sont pour partie dus à une meilleure collaboration entre les services des différents pays qui inscrivent la lutte contre la drogue dans la stratégie de lutte contre les mouvements djihadistes dans la région. Mais avec les derniers développements politiques dans la région, c'est-à-dire le départ des troupes françaises du Mali, le départ demandé des troupes onusiennes de la MINUSMA par les autorités maliennes et une prise du pouvoir par les militaires dans différents pays de la région, ces résultats risquent de connaître un frein avec notamment aussi des divergences stratégiques entre Niamey d'une part et Ouagadougou et Bamako d'autre part. À cela, il faut ajouter la réduction prochaine des forces françaises dans la région qui a été annoncée par le président Macron avant sa tournée en Afrique centrale en mars dernier. Introduite en juin 2021, la demande de divorce de Simone Eviye Gbagbo, la justice ivoirienne a prononcé ce jeudi 29 juin le divorce de l'ancien chef d'État ivoirien Laurent et Simone Gbagbo, je vous le disais en titre. Suivons ce reportage de Pierre Essonozué. En juin 2023, soit un mois après son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo faisait savoir par le biais de son avocat, Maître Claude Maintenon, qu'en raison de refus réitérés depuis des années de Dame Simone Gbagbo de consentir à une séparation amiable, au demeurant, voire de règlements appropriés à leur statut personnel politique réciproque. Il s'est résolu à saisir le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce. C'est désormais chose faite, car la justice vient d'accorder à Laurent Gbagbo le divorce souhaité depuis longtemps avec l'ex-première dame Simone et qui perd de facto le nom Gbagbo. Dans un communiqué diffusé par son avocat Maître Ange Rodrigue Dadje, a indiqué aux Ivoiriens ce jeudi 29 juin que la justice ivoirienne a exaucé le vœu de Laurent Gbagbo en rendant la décision de divorce entre les époux Gbagbo. Cependant, selon l'avocat de l'ancienne épouse du président ivoirien, le divorce a été prononcé au tort exclusif de M. Laurent Gbagbo pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injure grave à l'encontre de Madame Simone. Il revient donc à M. Laurent Gbagbo, qui tenait tant à divorcer, de renoncer à faire appel de la dite décision de divorce pour que son désir devienne enfin réalité. Rien à voir avec ce qui précède. Au moment où les combats continuent à faire rage au Darfour, un hôpital continue d'administrer des soins aux patients. Un exemple de résilience alors que plusieurs structures hospitalières dans le pays ne fonctionnent plus. Des images commentées par Michael Ba. Le personnel soignant est résolu à sauver des vies au moment où les combats s'intensifient dans la région et que le flux de patients ne cesse de croître. Médecins, infirmières, urgentistes, pharmaciennes, tous sont à pied d'œuvre à l'hôpital turco-soudanais de Niala, la capitale du Darfour du Sud, au Soudan. Le nombre de blessés accueillis tout au long de la journée varie de 10 à 30. Nous recevrons les cas depuis l'entrée de l'hôpital jusque dans les services de chirurgie. Une résilience admirable alors que l'établissement est confronté à de nombreuses difficultés. Nous informons le monde entier que nous avons un grand besoin de sang. Nous avons besoin de produits jetables pour la journée car le nombre de patients reste important jusqu'à présent. Les hôpitaux au Soudan ne cessent de fermer leurs portes, soit par manque de personnel, d'équipement ou parce qu'ils subissent des bombardements. À Khartoum par exemple, seulement 16% des hôpitaux sont encore fonctionnels, gageant que l'unité de soins turco-soudanais de Niala ne connaissent pas le même sort alors que les affrontements font désormais rage dans la ville. Le programme Santé sexuelle et reproduction au cœur d'une polémique au Gabon, la société civile, les religieux et observateurs de la vie politique s'insurgent contre cet enseignement qui entrera en vigueur dès la rentrée prochaine.
Suivons ce reportage. La rentrée scolaire 2023-2024, déjà sur fond de contestation des parents d'élèves. C'est en tout cas ce qui ressort depuis l'avènement du programme Santé sexuelle et reproduction de l'UNESCO dans les manuels scolaires inscrits au programme d'enseignement des élèves gabonais. Si l'organisme onusien a indiqué le 20 juin dernier, à travers une note, qu'elle a signé un accord avec l'État gabonais qui consiste à appuyer la réalisation de l'objectif de développement durable 4 sur l'éducation, y compris la promotion de la santé physique et mentale et le bien-être des apprenants. Cette déclaration est vivement contestée par la société civile, en l'occurrence l'ONG et du CAF. L'UNESCO a pour mission de promouvoir la culture, pas d'imposer sa culture, bien la culture d'autres pays, aux pays au sein desquels ils sont membres. Donc ça, c'était non négociable. Nous, en tant que Gabonais, notre constitution dans son préambule reconnaît la religion, reconnaît la tradition, et il n'y a aucune religion, aucune tradition au Gabon qui reconnaît ces pratiques. Donc au nom de quoi on va vouloir nous les imposer? Là, on était dans le cadre de la promotion de ce programme-là, au niveau du secondaire. Récemment, ils reviennent maintenant pour approfondir. Donc on ne sera plus qu'au niveau du secondaire, ils le descendent maintenant au niveau du primaire et du pré-primaire. C'est ce qui a de nouveau poussé l'acteur civique que je suis, regardant sur cette question, à réagir, à saisir l'UNESCO, à saisir le ministère de l'Éducation nationale, et qui de droit. Et l'UNESCO après a pondu un communiqué où il faisait clairement comprendre qu'eux, ils ont signé un contrat avec le Gabon. Et que c'est à chaque pays, dans sa souveraineté, de refuser le programme, de le modifier, ce qui n'est pas faux. De l'amender, bien de le rejeter. L'État gabonais a pris l'argent de l'UNESCO parce qu'ils sont dans le besoin d'argent. L'UNESCO dit, bon, ils ont pris notre argent, ben, ils n'ont pas rejeté le programme, ils ne l'ont pas modifié, donc je ne sais pas où est notre responsabilité. Après avoir été adopté par le Parlement gabonais en 2020, la dépénalisation de l'homosexualité reste une pilule difficile à avaler pour les populations gabonaises. Homme de Dieu, observateur de la vie politique et même homme politique, et craint à une sanction pour les élus qui avaient voté cette loi il y a 3 ans. Le gouvernement a perdu un peu de légitimité, de crédibilité. J'ai relevé le problème pendant la Covid de la dépénalisation de l'homosexualité. Rappelez-vous que même au sein de l'Assemblée, il y a eu des défections, y compris à l'intérieur, n'est-ce pas, du parti au pouvoir, ce qui montre qu'il y a une certaine dynamique. Et je me rappelle qu'il y avait beaucoup de discussions même au niveau des réseaux sociaux où certains disaient qu'ils attendaient la prochaine élection, que ceux qui avaient voté pour cette loi eh bien, vont être sanctionnés. Et le débat refait maintenant surface sur le problème, n'est-ce pas, de l'éducation sexuelle au niveau de nos écoles pour la rentrée prochaine. Donc, et là encore, on voit que l'Église et la société civile se sont mobilisées pour dénoncer ces différents éléments-là. Donc, ces différentes thématiques vont à coup sûr être au cœur, n'est-ce pas, du débat politique qui va arriver lorsque les campagnes électorales vont commencer. Et je crois que sur ce point, eh bien, les candidats qui vont porter ces différentes thématiques vont certainement avoir ici des gains politiques en termes de mobilisation d'une catégorie d'électeurs. Et ça pourrait, n'est-ce pas, les aider, notamment dans le cadre des prochaines élections. Toutefois, une pétition a été lancée sur les réseaux sociaux par les internautes. Quant aux parents d'élèves, ils sont tous en attente de la prochaine rentrée scolaire. Dans le reste de l'actualité en Afrique du Sud, suite aux nombreuses plaintes des organismes non gouvernementaux contre l'arrêté du ministère de l'Intérieur qui consistait à ne pas renouveler le permis de travail pour quasiment 200 000 Zimbabwéens, la Haute Cour de Pretoria s'est prononcée et a jugé le dit arrêté illégal et inconstitutionnel. Regardons. Il y a 2 ans, l'Afrique du Sud avait décidé de ne plus accorder de visa de travail aux Zimbabwéens et avait suspendu le renouvellement des permis déjà existants. Une décision contre laquelle plusieurs organismes de la société civile avaient porté plainte. Des revendications qui ont été entendues par la Haute Cour de Gauteng à Pretoria puisqu'elle a jugé illégale et inconstitutionnelle la décision du gouvernement de ne pas renouveler les visas de travail pour quelques 180 000 Zimbabwéens. Il est manifestement déraisonnable de demander à 180 000 personnes de se lever et partir après 13 ans ou 14 ans de séjour légal dans un pays. C'est scandaleusement déraisonnable. Et c'est incompatible avec les exigences d'un résident permanent qui doit être dans le pays pendant 5 ans pour être admissible. Ces personnes sont ici depuis 12 ans.
Pourquoi ne leur permettez-vous pas de devenir citoyens à part entière? La décision de justice revêt une importance capitale pour les 800 000 ressortissants du Zimbabwe qui vivent en Afrique du Sud, mais également pour les autres immigrés économiques présents dans le pays. Aussi, la Haute Cour a décidé de prolonger de 12 mois les visas de travail qui devaient expirer ce 30 juin. Pour sa part, le gouvernement sud-africain, via le ministère de l'Intérieur, a annoncé qu'il fera appel de la décision de la Haute Cour de Gauteng. Notons qu'en 2009, plusieurs Zimbabwéens se sont vus attribuer les visas de travail de la part des autorités sud-africaines, des permis d'une durée de validité de 4 ans qui a été renouvelée de façon systématique avant que Pretoria ne décide de ne plus les prolonger en 2021. Au Japon, frayeur à Okinawa, une brasserie de cette île japonaise s'est confondue en excuses ce mardi après une fuite inoffensive pour la santé selon l'entreprise a transformé la baie du port voisin et son affluent en mer Rouge sang. Orient Breeze a présenté ses excuses pour avoir causé un énorme problème et des craintes expliquant qu'il s'agissait simplement de propylène glycol, un additif inoffensif et couramment utilisé en brasserie pour le refroidissement, a précisé l'entreprise. Malgré sa couleur écarlate, l'eau ne présente aucun danger pour la santé humaine ou l'écosystème marin. En Grèce, des rescapés d'un naufrage accusent les gardes-côtes de ne pas avoir voulu les sauver. En effet, 2 semaines après le naufrage d'une embarcation de migrants au large de la Grèce qui a fait des centaines de disparus, des rescapés accusent les gardes-côtes d'avoir manqué de volonté pour les sauver. Selon leurs témoignages, entre 600 et 750 passagers étaient à bord, dont des femmes, des enfants dans la cale du bateau qui n'ont pas pu être sauvés. L'international de rugby Montpellier, Mohamed Awas, a été condamné à 18 mois de prison, dont 9 fermes par le tribunal correctionnel de Montpellier avec sursis probatoire de 24 mois. L'affaire concernait des violences aggravées et destruction de biens commises au matin du 1er janvier 2014. Alors âgé de 19 ans, celui qui est devenu international français n'était pas encore rugbyman professionnel. Le tribunal n'a pas demandé de mandat de dépôt, mais ces 9 mois fermes s'ajoutent à sa condamnation pour 1 an ferme le 2 juin à la suite des violences commises à l'encontre de sa femme. Il risque désormais la détention. En Australie, il est heureux et en bonne santé. Casus, le plus gros crocodile du monde actuellement en captivité, vient de fêter ses 120 ans, comme l'a rapporté Live Science lundi. L'animal de plus d'1 tonne et de 5,5 mètres de long vit au Maryland Crocodile Park en Australie depuis 35 ans après avoir été capturé. Il aurait passé 80 ans dans la nature mais avait été récupéré après plusieurs attaques sur de bétail. Pour ses 120 printemps, Cassius a subi un examen médical complet. Selon les spécialistes, il peut vivre encore de nombreuses années. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Média Afrique News avec nos différents flashs d'informations de 9h, 13h et 18h. Et nous, on se retrouve demain à 20h30. Bonne soirée à tous.